Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 19 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, nous sommes 3. Et oui, Arnaud est en... Ah non, Arnaud n'est plus en vacances, mais il doit pas très bien aimer le sujet parce qu'il ne voulait pas venir. Voilà, donc ce soir avec moi, Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien. Et avec nous également, Romain. Romain, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Et toi, Pam ? Eh bien moi, ça va très bien aussi. J'ai bien préparé cet épisode. J'espère que ça sera bien. Et j'ai, comme dirait Arnaud, hâte de commencer. Alors, si vous êtes prêts, on va enchaîner directement avec la news. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Impact ? Là, comme ça, non. Ouais, non, moi non plus. Je connais plein d'impacts, mais pas celui dont tu parles. C'est une nouvelle toute fraîche et c'est Sanofi Global Health qui nous a annoncé ça au début du mois. Et en fait, du coup, c'est son entité qu'il crée à but non lucratif et qui va du coup distribuer sans aucun profit des médicaments dans plus de 40 pays à faible revenu destinés aux populations à risque. Si, j'avais entendu. T'avais entendu parler de ça ? Ouais, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, Impact. Et donc, ils vont distribuer plus d'une trentaine de produits donc sur différentes aires thérapeutiques, donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme, l'oncologie, blablabla. Et voilà, ils vont également faire un deuxième truc, c'est qu'ils vont aider à la création d'un fonds Impact qui pourra apporter son soutien aux jeunes entreprises et aux innovateurs en mesure de proposer des solutions évolutives pour contribuer à la mise en place d'un système de santé durable dans des régions qui en ont besoin. Donc, ils vont essayer de contribuer à un système de santé plus résilient. Donc, on avait déjà fait un épisode sur le système de santé résilient, je crois que c'était l'épisode 15 ou un truc comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une bonne initiative au final. C'est le premier groupe qui se lance à faire un truc un peu comme ça. Et en plus de faire une pub gratos, je pense que ça aidera pas mal de personnes. Mais alors après, est-ce que ça donne pas une image un peu condescendante de l'Europe aux pays en voie de développement ? Je ne sais pas. Pourquoi condescendante ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi tu dis Tu vois, ça fait un peu tenez, voilà des médicaments pas chers, quoi. Enfin, tu vois. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je trouve ça bien qu'on se dise que la santé c'est pas un business et qu'on peut avoir un autre système et un autre modèle. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'était pour voir un petit peu. Et c'est d'ailleurs dans son interview, John Farest, qui est le responsable Global Health de Unit de Sanofi, qui dit parvenir à un monde en meilleure santé et plus résilient. Et ça, je trouve ça vachement classe. D'accord. Ouais. Et c'est financé entièrement par Sanofi ou il y aura des appels aux dons et des trucs comme ça aussi ? Non, je crois que c'est tout Sanofi qui va faire parce que après, du coup, c'est pour ça qu'ils vont aussi aider les financements d'entreprises parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas y arriver tout seuls, mais c'est Sanofi qui va essentiellement faire tout ça, quoi. Enfin, qui va en tout cas produire et distribuer les médicaments, donc les 30 molécules essentielles. Après, D'accord. Le communiqué n'était pas d'une longueur incroyable. J'ai cherché d'autres informations, mais en fait, le communiqué, vu que c'est assez nouveau, le communiqué est répété absolument identiquement partout. Donc, ce que je viens de vous lire là, c'est essentiellement... Et est-ce que tu penses qu'on peut être considéré comme une petite entreprise ayant des solutions à apporter dans une région qui en a besoin ? Profiter de cette manne. C'est vrai que nous, on distribue au final du savoir gratos, en tout cas des commentaires gratuitement à travers le monde. Commentaires éclairés. Peut-être qu'on peut prétendre à un peu de cet argent. On va aller soumettre notre candidature au fond Sanofi. Voilà, là où il y a de l'argent, tu vas gratter. Petite surprise aujourd'hui, j'ai une deuxième news. Oh, casse les codes. Ouais, je profite qu'Arnaud n'est pas là pour faire n'importe quoi. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe ce mois-ci pour, je sais pas comment j'ai présenté ça, pour le Januvia ? Est-ce que vous savez ce que c'est que déjà le Januvia ? Alors moi, je n'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est le Januvia. Ah, eh bien, c'est une molécule
c'est un médicament contre le diabète qui est la sitagliptine. Et donc, ce mois-ci, il se passe un truc de fou parce que cette molécule, c'est la fin du brevet. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais les brevets dans l'industrie pharmaceutique, ça dure 20 ans, mais le temps que la molécule atteigne le marché, il n'y a plus que 10 ans d'exploitation. Et là, ça fait 10 ans que la sitagliptine, sous le nom de Januvia, qui est fabriquée par Merck Sharp & Dohme, MSD, et du coup, ça tombe dans le domaine public ce mois-ci. Et alors, en Inde, les gars, c'est la ruée vers l'or. Il y a à peu près 50... Ah ouais, là, ils ont tous le truc... Ils ont tous le truc prêt et tendu comme des arbalètes. Donc, il y a à peu près, d'après ce qui est marqué, les chiffres sont un peu différents partout, mais il y a une cinquantaine de laboratoires indiens qui sont sur le coup pour sortir entre 100 et 200 versions génériques du médicament populaire. Donc, les experts estiment qu'on va voir une baisse du prix d'à peu près 60% dès l'entrée du générique sur le marché. Donc, ça va être la folie furieuse. Donc ouais, le Januvia, ils ont fait aussi du coup le Janumet qui est couplé à la metformine. Donc la sitagliptine, c'est un inhibiteur de la DPP4 pour nos amis pharmaciens. Et donc voilà, la grande nouvelle du jour. Donc ça va être la folie. Enfin bon, je pense qu'à mon avis ils s'en sont mis plein les poches. Comme on dit, oui, je pense que ça doit aller quand même. Donc ils doivent pleurer avec leur billet de banque. La mort du brevet, mais bon, c'est quand même. Après, voilà, c'est juste. Après, c'est un autre débat de savoir si c'est justifié ou pas, mais pour une drogue, pour une molécule qui arrive sur le marché, il y en a plein en phase 3 qui n'aboutissent pas. Donc bon, voilà, c'est un long débat, mais bon. Un long débat. Il faut bien arriver à rembourser ses frais de recherche, quoi. C'est marrant, c'est l'opposition des deux news aussi. Il y en a une où tu as une entreprise qui va sortir des choses sans profit pour pouvoir avoir donné accès à certaines populations à des médicaments. Et puis là, tu as le contraire, tu as d'autres entreprises, maintenant que c'est tombé dans le domaine public, vont essayer de faire du profit sur ce sujet-là et sur une maladie qui touche de plus en plus de monde. C'est très bien que tu le fasses remarquer parce que c'était un petit peu mon but. Je trouvais que ces news se complétaient élégamment. Et de face d'une même pièce, c'est ça que tu veux dire ? Exact. Je ne vais peut-être pas aller jusque-là parce que ça ferait une pièce un peu étrange, mais néanmoins, voilà. Je l'ai trouvé très complémentaire. Alors, si vous n'avez plus rien à rajouter sur ces news, je vous propose de passer à la seconde partie de ce podcast, au dossier. Et oui, aujourd'hui, musique différente de d'habitude car nous allons faire ensemble, les amis, un podcast un peu exploratoire. En effet, nous en savons beaucoup, mais nous sommes experts de rien. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un domaine un petit peu neutre, d'une zone grise de l'industrie pharmaceutique. Je nommais les principes actifs, la chimie en fait. Comment on arrive à faire des principes actifs, où les BPF commencent, où elles finissent, comment on les contrôle, etc., etc. Donc pour fabriquer des médicaments, on utilise des principes actifs. Donc le principe actif, c'est la molécule bien sûr qui va avoir un effet thérapeutique recherché. Avec ça, on utilise également des excipients qui sont destinés à mettre en forme galénique le principe actif pour en faire après, par exemple, des sirops, des comprimés, etc. Et donc, quand on pense à l'industrie pharmaceutique, on pense souvent à une usine qui fabrique des comprimés ou des flacons. Mais en réalité, l'industrie pharmaceutique, ça inclut également tout ce qui touche à la fabrication des principes actifs et excipients. Et ce sont des usines plutôt de chimie qui sortent généralement des gros sacs ou des barils de poudre. Et ces processus de fabrication sont étroitement contrôlés. Et il existe même une partie spécifique des bonnes pratiques de fabrication qui traite du sujet. C'est la partie 2, bonnes pratiques de fabrication pour des substances actives utilisées comme matière première dans les médicaments. Alors, les principes actifs sont très souvent des molécules plus ou moins complexes et avec des synthèses ou des processus de fabrication qui comportent de multiples étapes. Et donc, une des questions en tout cas qu'on va tenter de répondre aujourd'hui est quand est-ce qu'on commence l'application des BPF dans cette longue chaîne de synthèse ?
Et pour répondre à cette question, on va d'abord voir comment les API sont fabriquées avec notre expert chimie, Monsieur Romain Benoît, qui se présentera rapidement dans un premier temps. Et après, on verra jusqu'où on en aime. On parlera peut-être un peu de l'AQ fournisseur, les cerbères des usines. Et on terminera par une joyeuse analyse réglementaire. Sur la partie 2, ça sent le papier, quoi. Pourquoi s'en priver ? Alors pour terminer cette introduction, je vais vous lire l'introduction des bonnes pratiques de fabrication partie 2 qui clarifie vraiment pas mal, je trouve, toute cette histoire. Alors c'est parti. Une matière première de départ d'une substance active est une matière première, un intermédiaire ou une substance active qui est utilisée pour la production d'une substance active et qui est incorporée comme fragment structural significatif de cette substance active. Une matière première de départ d'une substance active peut être un produit du commerce, une matière achetée chez un ou plusieurs fournisseurs sous contrat ou accord commercial ou produite en interne. Normalement, les matières premières de départ d'une substance active ont une structure et des propriétés chimiques définies. Le fabricant doit préciser à l'issue d'une étude documentée le point à partir duquel la production de la substance active débute. Pour les procédés de synthèse, il est défini comme le point à partir duquel les matières premières de départ de la substance active sont introduites dans le procédé. À partir de ce point, les BPF appropriés tels que définis dans les bonnes pratiques doivent être appliqués aux étapes de fabrication de l'intermédiaire et ou de la substance active. Ceci inclut la validation des étapes critiques du procédé définies comme ayant un impact sur la qualité de la substance active. Cependant, le fait qu'un fabricant choisisse de valider une étape du procédé ne définit pas nécessairement cette étape comme étant critique. La rigueur d'application des BPF pour la fabrication d'une substance active doit s'accroître en principe au cours du procédé des premières étapes aux dernières étapes, la purification et le conditionnement. Les traitements physiques des substances actives tels que la granulation, l'enrobage ou l'ajustement de la granulométrie, par exemple le broyeur, la micronisation, doivent être réalisés en suivant au moins les standards de ces bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques ne s'appliquent pas aux étapes précédentes, la première introduction des matières définies comme matières premières de départ de la substance active. Alors ça fait beaucoup d'informations en un petit pavé, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez tout ça ? Eh ben, ouais, c'est intéressant en fait. De ce que j'en comprends, il faut que au moins le dernier stade de la synthèse de l'API soit BPF en gros, au minimum. Voilà, c'est ce que j'en comprends aussi. Après, on comprend aussi, enfin, il marque quand même que, même un peu avant, il demande d'accroître. Voilà. D'accroître, au plus on approche de la fin, au plus on doit être BPF, quoi. Moi, je me dis juste que comment tu fais pour gérer ton système à différentes vitesses, en fait. T'es en amont, t'es pas BPF, t'es quoi, t'es ISO, et puis plus t'avances, et puis là, tu vas avoir des lignes de passage, comme si tu prends une course en disant là, tu passes l'étape X, et donc tu changes de réglementation. Enfin, je pense que ça va pas être toujours facile de gérer cela au niveau des sites, quoi. Ouais, tu as totalement raison. Et puis ça se limite pas du tout qu'à l'environnement. Par exemple, on pourrait se dire, bah oui, à la fin, tu fais dans une petite salle spéciale avec une HVAC, machin et tout. Mais non, parce que du coup, les BPF, c'est pas qu'un environnement, quoi. Comme tu le dis très justement, tu as tout le système, gestion des déviations, validation, tout ce qu'on pourrait appeler, je pense que ce que les gens qui travaillent un peu dans ce milieu-là appelleraient la paperasse. Ouais, en fait, c'est pas très... Enfin, je sais pas si la rigueur d'application des BPF pour la fabrication d'une substance active doit s'accroître en principe au cours du procédé. Donc en fait, il faut être de plus en plus rigoureux sur la fabrication de la substance active, même si c'est sur une seule étape en gros. C'est juste que les dernières étapes où tu es en purif et en conditionnement, où il faut être vraiment ultra BPF, on va dire, comme je le comprends. Mais les étapes chimiques d'avant avant l'API sont pas forcément obligées d'être BPF. Pas forcément obligé, mais si ça apporte un intérêt, parce que d'ailleurs les BPF, ça n'a pas été écrit pour être appliqué, quoi. Enfin, c'est un intérêt. Oui, c'est ça. Oui.
Non, mais ça laisse de la marge, quoi. En gros, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être bon sur les étapes d'avant. Mais oui, c'est pas une obligation réglementaire. Et donc, pour démêler un peu tout ça, de toute façon, on va t'écouter, Romain. D'abord, je ne sais pas si tu pourrais pas te présenter un petit peu. Et puis, du coup, tu nous expliqueras ton point de vue sur tout ça. Ouais, ok. Alors, donc, comme tu l'as dit, Romain Benoît, fraîchement arrivé également à la QE. La différence que moi je ne suis pas pharmacien, j'ai une formation de chimiste, donc j'ai un master en chimie thérapeutique, et donc avant d'arriver ici j'ai travaillé pendant 7 ans chez un sous-traitant qui fait des intermédiaires de synthèse pour l'industrie chimique en général, mais majoritairement pour l'industrie pharma. C'est quoi la chimie thérapeutique pour ceux qui ne savent pas trop? C'est de la chimie organique. Et on va dire que c'est plus orienté vers la synthèse de substances actives, qui ont une activité thérapeutique. C'est vraiment de la chimie orga, quoi. Je fais pas du tout de polymères ou de trucs comme ça, quoi. Et oui, du coup, je sais plus où j'en étais. T'en étais que tu avais fait 7 ans chez un sous-traitant. Voilà, donc 7 ans chez un sous-traitant qui faisait donc des intermédiaires de synthèse. Donc, les petits fragments de ce qui fera plus tard l'API. Et donc, on vendait pour tous les gros labos pharma que vous connaissez. Donc, en petite ou en grosse quantité, c'était assez variable. Et on avait aussi une activité de ce qu'on appelle synthèse en façon, c'est-à-dire qu'on vient vous voir avec une demande d'une molécule qui n'est pas forcément en vente ailleurs, et où on doit développer le procédé et produire sur plus ou moins grosse quantité. Ok, et c'est-à-dire que vous n'ayez pas d'API, quoi? Non, on sortait pas d'API, nous on était vraiment dans les éléments structurels du futur API, donc on est avant, ouais. On peut vendre la matière première qui servira éventuellement à faire un API, mais on sortait pas d'API du tout. Ok, intéressant. Donc, par rapport à la chimie à façon, par exemple, des gens qui venaient avec une idée du genre, nous, on aimerait bien faire un truc dans ce genre-là, et ils se pointaient vous voir, et puis du coup, vous faisiez le composé qu'il avait dessiné, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pareil, c'était rarement de ce que j'en sais, parce qu'on n'avait pas toujours un regard sur ce que ça devenait derrière. Ça, c'était assez rare qu'on sache vraiment ce qu'ils en faisaient exactement. Ah bon? Mais parfois, après, ils choisissent d'être transparents ou non, quoi. On sait chez quel client ça va, mais on ne sait pas forcément pour quel médoc ça va servir. C'est intéressant, ça. Il y a une part de l'espionnage industriel. Ah oui, ça c'est ma spécialité. Mais non, on avait, des fois ils nous le disaient, mais des fois on n'en savait rien, ils nous demandaient juste la molécule et puis on la faisait et puis voilà, c'était tout. Et en gros, c'est ça. Généralement, c'est des synthèses qui sont développées en labo, donc sur des petites quantités. Et quand il faut passer à des stades, même des stades pilotes, des fois où il te faut 3-4 kilos, si c'est des matières qui sont faites que à l'échelle labo, tu les trouves pas forcément dans ces quantités. Et donc, c'est là où tu vas chercher des façonniers pour te faire ce genre de produit. Donc ça veut dire que il faut mettre au point un procédé industriel, quoi. Parce que souvent ce qui est décrit, c'est des procédés de labo, donc qui sont pas forcément adaptables à un outil industriel. Et c'est là qu'est un peu tout le cœur de métier, arriver à mettre au point une synthèse qui puisse être faite industriellement. Ah, et du coup, vous arriviez quand même à avoir un procédé hyper répétable, etc. Parce que, vous faisiez du pilote jusqu'à la production industrielle et après même à l'industrialisation, donc peut-être parfois à la tonne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Après, c'était une petite usine, donc on n'avait pas non plus des énormes réacteurs. Ça allait jusqu'à 8000 litres de mémoire. Donc, c'est quand même pas mal. On avait quelques. Oui, non, c'était déjà des beaux bébés, mais on n'est pas sur les grosses unités de prod chimique. Et de toute façon, le but c'était d'être aussi polyvalent, quoi. On n'avait aucun équipement dédié, parce que ça changeait tout le temps, tous les produits qui passaient dedans. Et alors, quel était le processus global pour, par exemple, quelqu'un vient vous voir et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, comment ça se passe? Généralement,
Soit c'est un produit qu'on fait déjà. Donc dans ce cas, c'est un peu comme avec tout le monde, quoi. Il y a un appel d'offres, on y répond. Soit c'est un produit qu'on ne faisait pas et du coup là, il va y avoir toute une partie. Le client va nous voir avec donc la molécule en question qui l'intéresse. Mm-hmm. On regarde déjà. Généralement, il y a quand même un minimum d'exigence sur une qualité et un prix cible. Donc il y a déjà un premier tri qui se fait en fonction de. On commence par faire une petite recherche biblio pour voir un peu comment ça peut être fait, si c'est dans nos cordes et si notre outil de production est adapté pour éventuellement atteindre le prix cible. Ça vous est déjà arrivé qu'un jour il y a un mec qui vienne vous voir et avec un truc et puis regardez, c'est pour 10 balles, c'est mort. Ah oui, ça tout le temps. Ouais. En gros, des fois, tu sais qu'ils le font en Chine pour 3 fois moins cher que toi, donc tu t'essayes même pas, quoi. Et pourquoi ils le font moins cher en Chine ? Soit parce qu'ils le font sur beaucoup plus gros, soit parce que aussi parce que la main d'œuvre est moins chère là-bas, je pense, et qu'ils ont moins de normes environnementales ou ce genre de choses. Après, je suis pas spécialiste de la Chine, je veux pas dire de loin de moi mais... Parce que du coup, vous avez une grosse... Il y avait, par exemple, en ce qui concerne la norme environnementale, il y avait des grosses contraintes de dépollution, quoi. On était Céveso seuil bas, donc il y a quand même... et puis en plus, on était trop petits pour avoir notre propre système de traitement et tout, donc c'était tout sous-traité, quoi. Ça part en camion. Déchets, le traitement et tout, donc c'est quand même à inclure dans le prix toute la destruction des sous-produits et des déchets, quoi, est à inclure dans le prix. Donc plus t'es petit, plus ça prend une grosse place, quoi, dans ton prix. Ah ouais, du coup c'est d'où ce que tu disais sur effectivement ils font ça en plus gros et puis en plus ils ont peut-être déjà le fait de le faire sur peut-être le double des réacteurs 2 fois plus gros que nous, tu peux déjà plus être compétitif, quoi. Ouais. Ok. Parce que en chimie, le temps que ça va mettre est le même, c'est juste la quantité que tu sors une réaction qui se fait en 8 heures, elle se fera en 8 heures sur 8000 ou sur 20 000, donc la différence c'est combien tu vas sortir à la fin. Ah ouais, du coup, vu que si le mec il veut, je sais pas moi, 12 tonnes et que pour ça tu dois faire 5 réacteurs de 1000 ou un réacteur de 10 000, voilà, lui il le fait en 8 heures que toi tu le fais en 5 fois 8, 40 heures, quoi. C'est ça, ouais. Je pensais que le volume te ferait que des réactions elles sont plus longues. Il peut y avoir des petites différences, mais c'est pas significatif. C'est pas significatif. Ouais. Après, ça dépend des procédés, hein. Tout est... c'est un peu... chaque truc est unique, mais bon, dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Cool. Et donc, tu disais alors, parce qu'on a un peu digressé sur le truc, donc tu fais une étude biblio pour savoir si c'est possible pour la thune. Ouais, c'est ça, pour la thune, et puis la faisabilité aussi, parce que si ça demande des trucs trop dangereux, qu'on n'a pas l'habitude de... Enfin, qu'on n'est pas apte à manipuler, c'est pareil, ça, on dit non. Ouais, encore, j'ai découpé. Parce que du coup, vous arriviez déjà comme ça, en regardant un peu le truc rapidement, à dire « Oh là, ça inclut un truc méga dangereux ». Vous aviez donc des HSE, Il y avait des problèmes HSE, mais après, genre une étape d'hydrogénation, nous, on n'était pas équipés. Il faut des réacteurs sous pression, il faut des trucs. On n'en avait pas. Donc déjà, si ton procédé, il y a une étape, tu peux voir pour la faire sous-traiter, mais généralement, du coup, ton prix, il explose. Donc ça vaut pas le coup, quoi. Ou même des fois, si les clients viennent te voir avec un prix cible pour un produit et tu te rends compte que la matière première, elle est déjà au-dessus du prix cible du produit fini, donc tu dis non, désolé. Alors ça c'est très, ça je pense. Alors là du coup c'est un peu le cœur du sujet parce que alors les gars ils viennent te voir avec une idée d'un produit fini. Enfin et toi tu vas regarder un peu. Alors pour le faire il me faudrait d'abord ça. Et ce ça là il vient d'où ? Il est fabriqué par quelqu'un d'autre. Et alors c'est pareil. Comment tu sais ce qui existe sur le marché des précurseurs, des précurseurs comme ça ? Après on a des outils, je sais plus comment ça s'appelait, c'était des fournisseurs. Il y a des catalogues de la route. Il y a Rich déjà, le Rich qui c'est arrivé il y a 10 ans à peu près. Rich,
C'est un système en gros qui dit un peu chacun, qui fait quoi en gros, qui produit quoi. C'est pareil, ça je suis pas exactement spécialiste, mais déjà tu fais du benzène, tu te mets là-dessus comme quoi tu fais du benzène, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est marrant, pour moi, Reach, c'était un truc de sécurité, de toxicité. Je savais pas que c'était aussi utilisé pour avoir un catalogue de qui fait quoi. Ouais, c'est vrai, ça. J'ai entendu le projet Reach, effectivement. Oui, t'as raison, ouais. Ouais, quand je suis arrivé, quand j'ai fini mes études, c'était en train de se mettre en place, donc c'est pas si... ça a 7-8 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est à peu près, je sais pas... Mais généralement, tu as des gros fournisseurs qui ont une espèce de catalogue énorme et puis tu arrives à trouver toujours quelqu'un qui le fait. Ouais. J'ai fait une petite recherche très rapide là sur Google. Donc c'est de ecology.gouv.fr. Donc Reach est un règlement européen entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication, l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Il s'agit de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen. D'accord. C'est fou. Ah, c'est que européen alors. Tu vois, je savais pas. Ouais, c'est un règlement européen, quoi. Ouais. Ok, d'accord. J'ai une question là qui me vient à l'esprit, peut-être qu'on répondra plus tard. Vas-y. Mais vous, quand vous commandiez des intermédiaires pour les utiliser, est-ce que vous les contrôliez et est-ce que vous vous renseigniez sur le fournisseur ou alors du coup le certificat d'analyse du fournisseur, s'il y en avait un, je sais pas. Est-ce que vous preniez ça pour argent comptant ? Ça dépendait du fournisseur. Tu réagis comme un pharmacien. Il me faut mon certificat, il faut analyser avant d'utiliser, il faut... on était... généralement, on faisait nos essais labo avec des matières labo, donc on commandait chez tous les fournisseurs labo, Alpha Ezar, Sigma Aldrich, tous ces mecs-là, quoi. Sigma Aldrich, c'est Merck, ça, Sigma Aldrich. Donc ça, c'est des mecs, on va dire, sûrs. Et après, du coup, quand on doit passer à l'étape industrielle, on fait exactement comme les gens qui viennent chez nous. On va chercher des fournisseurs pour nos matières premières. Et là, généralement, ce qu'on fait... Oui, on les contrôle forcément. Et généralement, on fait des use tests. Donc, on les utilise en synthèse pour voir au labo, pour voir ce que ça donne, quoi. Ah, tu fais en petite quantité avant d'utiliser à grande échelle pour voir comment ça réagit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais tu ne vas pas faire une... Si, on le faisait, ouais. Généralement, on avait, une chromato, une infrarouge. On définissait. Après, ça dépend de la synthèse. Des fois, il faut faire une teneur en eau, il faut faire... Après, ça marche que... Là, ce que tu dis, Mélanie, quand même, ça marche bien quand tu as une pharmacopée, mais quand on n'a pas... c'est un peu le Far West, non ? Parce que là... Vas-y. Pourquoi tu veux dire au niveau... pour savoir comment faire les analyses ? Ouais, parce que la pharmacopée, ça te dit, cette substance, tu as des tests d'identification. Enfin, tu sais, en gros, dans la pharmacopée, c'est vachement bien foutu. C'est-à-dire que tu cherches ta substance et du coup, tu vas avoir des tests d'identification. Donc, t'en as, je sais pas, moi, par substance, t'en as peut-être 5, 7, quoi. Et il va te dire, pour être sûr à 100% que c'est la bonne, tu dois faire le test le test 1 et 3 ou 4, 5 et 4, 4, 5 et 6. Enfin, voilà, t'as ça. Et puis après, du coup, t'as les impuretés, les trucs que tu pourrais trouver suite à la synthèse qu'il faut pas et en quelle quantité. Enfin, tu vois, c'est bien foutu. Et t'as les specs. Et dans la pharmacopée, t'as les specs à respecter. Ouais. Tu pars du principe que tout est fait de la même façon, par contre. Parce qu'en gros, nous, les molécules qu'on commandait, elles n'étaient pas toutes forcément faites de la même façon. Pour la même molécule, tu peux avoir plusieurs voies de synthèse. Donc, des fois, tes impuretés, elles sont pas figées, quoi. Ah, mais là, c'était différent. C'était dans la pharmacopée, c'est tes impuretés maximum que tu peux tolérer pour pouvoir utiliser en tant que API dans un médicament. Il a raison. Il a raison parce que tes impuretés, elles viennent de ton processus de synthèse. Donc, si ton processus de synthèse est différent, genre imagine, par exemple, pour la cortisone, tu peux avoir la voie de synthèse chimie ou la voie de synthèse biologique, là, avec des enzymes. Les deux, ils vont avoir des impuretés différentes. J'imagine que les deux vont être caractérisés dans la pharmacopée. Mais voilà, quoi. Après... Ouais, non, après, nous, on achète sur une... ils revendiquent une pureté, hein, les fournisseurs. Donc...
Il revendique une pureté, puis nous on analyse aussi à l'arrivée et on voit si le profil est vraiment trop bordélique. S'il y a plusieurs fournisseurs, on choisit, et s'il y a pas plusieurs fournisseurs, et ben on fait avec ce qu'on a, on essaie d'adapter le procédé pour que ça marche, quoi. Ouais, ça vous arrivait des fois de faire des recristallisations ou des machins comme ça pour avoir un truc un peu plus nickel au départ? Ah oui, des fois on recevait des matières, on les redistillait avant de les utiliser. Ça arrive, ouais. Ne serait-ce que des matières des fois qui sont pas très stables, et du coup le temps qu'elles arrivent, elles sont un petit peu flinguées, puis derrière ton procédé il est trop sensible pour que tu puisses te permettre de l'utiliser tel quel, donc tu redistilles et tu lances tout de suite avec ton produit distillé. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'avantage de la chimie, parce que c'est que tu peux refaire des réactions un peu comme tu veux dans tous les sens, parce que au final dans l'industrie, quand tu fabriques des médicaments, bah, une fois qu'ils sont fabriqués, ils ont intérêt à plus changer, quoi, parce qu'il ne peut plus les retoucher, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on a quand même de la marge de manœuvre. On peut toujours réussir à améliorer le produit, même si ça a un peu foiré, quoi. Alors on a bien digressé, donc pour revenir. C'est intéressant. Donc alors, ah bah oui, c'est énorme. Et donc pour revenir, alors une fois que tu as fait tes études, HSE, puis après pareil, tu as regardé, tu as trouvé tes matières, tu as trouvé tes précurseurs pour aller te lancer dans ta synthèse, qu'est-ce qui se passe après? Donc on fait nos essais labo, on met au point un procédé labo. Donc on optimise un petit peu, on fait pas on l'optimise quand même. Et une fois que le procédé est au point, et ben on fait on chiffre. Voilà, on chiffre plus précisément le procédé, quoi. Enfin, à combien va coûter le produit si on le produit, quoi. Moi, je reviens sur le prix. En fait, c'est le demandeur qui vient en me disant je veux tel prix. Mais finalement, il sait pas la complexité de ta synthèse, quelle matière tu vas avoir, et peut-être que son prix, t'arriveras pas à le respecter. C'est ça. Donc des c'est fois, un peu bizarre. Moi, j'aurais plutôt envie de dire quel est votre meilleur prix. Je sais pas. Après, c'est qu'il y en a, ils savent qu'ils doivent produire eux pour tel prix, donc ils savent à peu près combien ils doivent mettre dans chaque élément de leur synthèse, quoi. Si c'est un produit concurrent, je pense que c'est peut-être dans cette optique-là aussi. Ouais, parce qu'à mon avis, un premier produit, du coup, c'est la première fois que ce truc-là est fait. À mon avis, ils sont pas très regardants, quoi. Oui, ou alors peut-être qu'ils ont quand même un budget développement, je sais pas exactement, mais oui, non, ils sont quand même moins regardants si c'est des produits qui sont pas encore, qui sont plus en voie de développement, ouais. Mais des fois, tu leur donnes leur prix, ils te donnent un prix cible, t'es bien au-dessus, tu leur dis, et ils te disent ah bah non c'est mort, et puis ils essaient de regarder ailleurs, et puis en fait personne n'y arrive à faire à leur prix cible. Donc ils reviennent en disant finalement ils reviennent vers toi la queue entre les jambes. Ouais, c'est ça. Bon en fait, on veut bien. Ah bah en fait c'est 2 fois plus cher. Donc non, mais des fois entre le moment où on remet le chiffrage et le moment où on a un retour, il y a 3 ans qui se passent, hein. Donc ah ouais. Ah oui. C'est donc, tu développes un truc, t'en entends pas parler pendant 3 ans, et puis d'un coup tout le monde revient et je dis ils ont peut-être essayé de produire chez un concurrent, ça a pas marché, et puis finalement ils cherchent d'autres personnes pour tester et ils se disent ouais, c'est ça. Ou même des fois ils s'y prennent à l'avance pour leurs étapes de pilotage, et puis tu sais, le temps que ça se mette en place chez eux, des fois ça prend plus de temps que prévu, donc oui, non, mais voilà, c'est des échelles de temps quand même, des fois, c'est assez variable. Il y en a où il faut tout de suite, et d'autres, t'en entends pas parler pendant 3-4 ans, et puis d'un coup, ouais, ça revient, et c'est l'urgence absolue. C'est un client, quoi. C'est ça. C'est tout le principe. Et du coup, quand tu disais, voilà, on met au point notre produit, et quand tu sais que ton produit il est au point, enfin, quand tu dis que tu optimises, quand est-ce que tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, voilà, tu dis, bon, on a atteint ces specs-là avec cette pureté, parce que du coup, au final, t'as pas de spécification, quoi. Enfin, c'est pareil, c'est l'aventure, quoi. On essaye ils viennent quand même avec un minimum de specs, et puis nous, on en demande aussi, justement, pour savoir s'arrêter. Et après, à cette étape-là, on l'optimise, mais pas non plus énormément, parce que c'est de la recherche, tu vois, on n'est même pas sûr d'avoir un contrat derrière. Donc on l'optimise suffisamment pour être dans les échelles de prix
qu'on nous demande, mais on va pas non plus y mettre des efforts surdimensionnés vu qu'on n'est toujours pas sûr d'avoir le contrat. Ouais, c'est un truc logarithmique, quoi. Il y a un truc que tu peux faire qui va dramatiquement optimiser le truc, et puis après, tous les petits ajustements qui vont quasiment rien faire gagner. Oui, voilà, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. On va pas aller chercher la petite bête. On a un truc qui marche, qui est quand même assez optimisé avec en matière engagée surtout, et en temps de synthèse, et puis voilà, on remet notre prix en fonction de ça. Et après, par contre, si le client accepte le chiffrage, là, on va retravailler un peu dessus pour voilà, le mettre un peu plus solide, optimiser ce qui reste à optimiser avant de le lancer en prod. Donc c'est ça les étapes après. Donc là, on vous dit OK, c'est bon, on est parti. Ouais, c'est ça. Généralement, on envoie un échantillon de ce qu'on a fait nous au labo pour qu'eux ils voient si ça leur convient. Ouais. Et après, derrière, bah, ça c'est la partie commerciale, quoi. Ils s'arrangent entre eux, ça négocie, voilà, ça demande. C'est ça qui prend du temps. Et voilà, des fois. Et si ça aboutit, eh ben, ils reviennent vers nous et là, du coup, ils nous commandent des plus grosses quantités. Donc ça dépend. Des fois, ils te demandent. Après, on passe sur du pilotage. Donc, comme je disais, on refait une petite optimisation du procédé. Mm-hmm. Des fois, on passe sur on avait un pilote 100 litres. Donc, ça arrivait qu'on fasse des pilotes. Bon, c'était assez rare. Ou après, un pilote 10 litres, pardon. Ouais. Encore un pilote labo. Et après, on passait au pilotage prod. Donc là, c'était soit sur du 100 litres ou soit directement sur du 1000 litres, selon les procédés. Ok. Et pareil, du coup, les méthodes d'analyse là-dessus, c'est vous qui les développiez, parce que du coup, c'est tout un boulot aussi, ça. Ah bah ça dépend. Ça dépend. Si c'est des produits qu'ils avaient déjà, qu'ils utilisaient déjà, et où on est peut-être un second fournisseur ou un truc comme ça, ils ont déjà leur méthode, donc généralement ils nous demandent d'utiliser les leurs. Donc ils nous envoient leur méthode et on analyse selon la leur. Et vous y un transfert analytique ou alors du coup c'était tenez, faites comme ça et puis salut? Non, on faisait un calage quand même. Enfin, en gros, on installait la méthode chez nous, on passait le produit chez nous, après on le renvoyait, ils le passaient chez eux et puis on comparait nos résultats. Oui, il y avait quand même un truc. Okay. Oui, non, il y avait un minimum de calage quand même. Et après, il y en a d'autres où notre méthode leur convenait. Enfin, on faisait selon comme on voulait, et puis ça leur allait. Ils nous demandaient pas plus. Parce que c'est pareil. Les développements, les développements magnétiques, il y a tout normalement, il y a un challenge de la répétabilité, tout un tas de trucs, quoi, ou même il y a de la validation que ça prend, quoi. Ouais, il y a de la validation de méthode. Donc répétabilité, reproductibilité. Ouais, ça du coup, vous faisiez tout ça aussi, quoi. Ouais, on faisait ça aussi, ouais. Et des fois, ils vous disaient cette méthode, ok, vous êtes très reproductible, mais on va pas se taper 20 heures d'analyse à chaque fois qu'on reçoit votre truc, quoi. Donc vous débrouillez, vous trouvez autre chose. Ça arrivait jamais chez nous, on se posait jamais la tête. C'était plus quand ils nous transféraient leur méthode, on se tapait des runs de 20 heures d'analyse. Nous, généralement, si on pouvait faire simple, on faisait simple. Hein. On n'était pas sur ce genre d'analytique. Parce que ça, c'est pareil. Enfin, ça, c'est un vrai truc entre les gars qui vont développer la méthode, développer la méthode analytique, ils pensent jamais à la prod derrière. Ah oui, oui. Faut faire bien gaffe, quoi. Non, et puis tu sens des fois quand c'est des produits qui sont déjà un peu, je sais pas s'ils sont sous dossier, mais où tu sens que c'est ultra réglementé parce que tu peux toucher à rien, la méthode elle est pourrie, mais il faut quand même la faire telle quelle. T'as 20 heures d'analyse, les pics qui ressemblent à rien, mais c'est comme ça qu'il faut analyser le produit. T'as pas le droit d'y toucher. Pourquoi il est sous dossier? Parce qu'en fait, eux, c'est leur Alors du coup, ça c'est là où on va toucher, à mon avis, ce qu'on a dit dans l'introduction. Du coup, quand on dit qu'ils sont sous dossier, c'est-à-dire que ils ont décidé que l'étape qu'ils vont faire chez eux avec ce truc-là, ça sera la dernière étape de synthèse de leur API. C'est ça. Alors, c'est pas forcément la dernière étape, mais tu peux avoir plusieurs étapes de décrite dans le dossier. Donc, la dernière est forcément décrite, mais tu peux choisir, a priori, d'en décrire un peu plus. Oui, donc c'est pas forcément que ta dernière étape qui peut être décrite, tu peux en décrire d'autres avant. Et donc, parce que voilà, c'est ce qu'on disait avec les BPF, tu augmentes petit à petit sur la rigueur d'application des BPF pendant ton procédé. Donc, tu peux avoir plusieurs étapes qui vont être sous dossier.
Et donc, avec des produits qui seront, des produits que nous on vendait, qui peuvent être utilisés dans ces stades-là. Et je me demande alors, c'est quoi l'intérêt d'en mettre plusieurs et pas juste la dernière? Je sais pas si tu sais ça. Mélanie, je sais pas si c'est un peu un intérêt. Quelqu'un qui pourrait nous dire ça. Je pense que c'est une question de stratégie. Il y en a qui veulent tout écrire parce que ils veulent la transparence, et puis il y en a qui sont, je pense, qui réfléchissent un peu plus après aux contraintes que ça donne, ce que tu as dans ton dossier, et qui essayent d'aller ouais, non, on peut pas mettre. Possible. On peut pas mettre ça sur le dos simplement de la. de comme ça, il doit y avoir une raison quand même. Je te dirais que les exigences aussi sont de plus en plus fortes. Moi, je connais, là où je bossais avant, il y avait un dossier de quelque chose qui était enregistré depuis 20 ans ou 30 ans. Les informations que tu avais dedans étaient très light. Et puis les dossiers que tu enregistrais récemment, tu avais la réglementation qui te demandait beaucoup plus de choses. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est que avant, tu devais mettre juste ta dernière étape parce que ça suffisait. Et puis la réglementation s'est renforcée, donc il faut de plus en plus de description de tes étapes, de ton process, des paramètres à respecter, de ta méthode à utiliser. Donc voilà. C'est peut-être pour gagner en robustesse aussi, quoi. Si t'es solide sur les deux stades d'avant, t'as plus de chances que sur des procédés complexes, ta dernière étape se passe bien, quoi, peut-être. Encore une fois, après, je sais pas, mais c'est pas parce que tu mets ça sous dossier. Ok, tu mets ça sous dossier, tu vas être obligé de le faire, certes. Mais c'est pas parce que du coup tu mets sous dossier que tu peux ne pas le faire et du coup gagner en robustesse dans tous les cas. Du coup, tu penses qu'il y a une espèce d'esprit pervers en disant je vais marquer tout ça, comme ça on sera obligé d'être robuste et du coup ça marchera mieux parce que les gens comprennent jamais rien à la réglementation. Je sais pas, c'est peut-être justement sur les exigences que tu as sur tes matières premières. Du coup, tu peux plus changer tes synthèses sur tes matières premières. Vu que tes impuretés sont déposées, tu peux plus en changer. Donc peut-être que tu as un moyen de pression sur tes fournisseurs pour pas qu'ils touchent et que ça t'évite des désagréments derrière, je sais pas. Intéressant, faudrait qu'on essaie, ouais. Ce serait intéressant à creuser ça. Faudrait qu'on ait. De toute façon, j'ai prévu de faire un jour un podcast avec un gars du réglementaire. D'ailleurs, si quelqu'un du réglementaire nous écoute, envoyez-moi un mail de toute urgence ou un truc LinkedIn de toute urgence et je vous ferai passer en priorité dans les podcasts. Donc, on en était. Voilà, t'as lancé ton pilote. Ouais, c'est ça. Donc sur 100 ou 1000 litres, on lance un pilote, donc sur 100 ou 1000 litres. On sort notre premier lot pilote. Si tout se passe bien, déjà, parce que le premier lot pilote, c'est le but du pilote, c'est de se rendre compte de ce qui se passe mal. Si ça se passe bien, qu'on sort le produit, on l'envoie chez le client pour validation. Après, ça dépend. Des fois, il y a des synthèses qu'on faisait qu'une seule fois. Certaines où, pour valider le produit, ils nous demandaient 3 lots différents. Des fois, 1, ça suffisait. C'était assez... Ça, c'est vraiment client dépendant. Je sais pas exactement sur quoi ils se basaient pour leurs exigences. La quantité qu'ils nous avaient besoin après pour faire leurs 3 lots de validation sur leur produit fini. Oui, sûrement. Ouais. Sûrement. Donc voilà, il y avait cet envoi de l'eau pilote et puis là pareil, ça dépendait. Des fois, t'en entends pas parler pendant 3 ans et puis ça revient pour des lots industriels. Donc c'est ça. Et puis des fois chez nous, il faut qu'on fasse des ajustements parce que le pilotage s'est pas passé comme prévu. Donc ça, c'était vraiment cas par cas. Là, il y avait pas vraiment de tendance, quoi. C'était chaque produit dépendant. Ok. Et après, donc, quand ça passe, donc le client l'accepte, votre truc, et puis après, il vous. Du coup, vous étiez comme un peu agréé fournisseur ou vous signez un contrat qualité, tout ça, ou en fait, bof? Ça dépendait. Ça dépendait. Si c'était pour devenir un peu fournisseur régulier, là, forcément, oui, il y avait engagement qualité. Je veux dire, c'était ça ma question. Une fois que vous avez fait tout votre travail de développement de l'eau pilote, est-ce qu'après vous passiez sur des productions régulières ou vous arrêtiez là? Voilà, ça dépendait vraiment des produits. Des produits, des quantités. Ouais. Parce que des fois, c'est un truc qui est
Ouais, des fois c'était des trucs qui étaient en développement, donc suffit que le produit il aboutisse pas, bon bah voilà, t'en entends plus jamais parler. Et puis des Mais fois si le ça projet marche. Et du il coup, avançait, vous pouviez passer entre guillemets à fournir régulièrement une certaine quantité. Ouais, Et c'est ça. vous Selon les vraiment, besoins, quoi, parce que pareil, on avait quand même une limite de production. Donc, s'ils avaient des besoins trop gros par rapport à ce qu'on pouvait donner, voilà, on était là pour les aider pour la mise au point, mais on pouvait pas être fournisseur derrière. si c'était en trop grande quantité, votre travail, il s'arrêtait là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils disent, est-ce que vous pouvez fournir 30 tonnes par an? Non. Donc, bon, tant pis. Et est-ce que là, du coup, ils vous achetaient la méthode de production et ils allaient le faire ailleurs ou c'était mort? Non, ça on gardait. Ça on garde. Après, oui, je l'ai pas dit, mais des fois, ils viennent avec un procédé aussi. Ils te filent un procédé et toi, tu l'adaptes chez toi. Ça arrivait aussi, ouais. Vu qu'eux, ils avaient quand même fait les gros labos, généralement, ils ont quand même eu un gros boulot de recherche avant, avec peut-être même des essais pilotes, donc sur des pilotes labos au moins. Donc, des fois, ils viennent avec Ils savent que ça. Et ils demandent de l'appliquer. Ils nous laissent quand même de la marge de manœuvre, hein, mais ils peuvent te demander de l'appliquer tel quel, quoi. Et des fois, ça arrivait que il fait monsieur, enfin ils vous disent bah tenez voilà ce procédé marche. Puis vous le faites chez vous, fait non les gars ça marche pas du tout. Oh oui. Ce truc-là, ouais, on l'a fait. On a fait 4 pilotes, tout était nickel. Oh ouais, non, c'était de la folie. Tu lances une fois, ça fait de la merde, 2 fois, ça fait de la merde. Non, mais vous êtes sûr? Oh non, mais on l'a pas vraiment fait au pilote, mais je veux dire, au labo, ça marche, hein. Ah ouais, tu relances, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Non, mais je veux dire, c'est un gars en Inde qui nous a dit que ça marchait. Ouais, bon, d'accord. Voilà, pareil, Ouais, ça dépendait des gens. Mais oui, ça, on l'a eu. Ça, c'est sûr que ça marche pas. Mais bon, si ça marche pas, vous pouvez faire ça. Et alors, une fois que vous étiez, donc ça, du coup, quand vous deveniez fournisseur régulier, c'est là où c'est le jackpot. Mais est-ce que vous subissiez alors des audits du client et si vous en subissiez, sur quoi, subir, passer, je sais pas trop, sur quel vous y auditez sur quel référentiel au final? On se faisait auditer sur référentiel GMP. D'accord. Ouais. Donc le partie 2. Ouais, c'est ça. Donc ils venaient auditer. Après, ils auditaient par produit. Pour le produit qui les intéressait, quoi. Donc là, ils faisaient toute la chaîne, hein, approvisionnement, synthèse, analyse, AQ, CQ, tout, quoi. Toute la chaîne, mais que sur ce produit. Un audit, quoi. Ouais, ils faisaient un audit, ouais, c'est ça. Soit ils le faisaient eux-mêmes, soit ils le faisaient sous-traiter, ça dépendait aussi. Généralement, sur les gros clients, c'était au moins une fois par an, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce qui fait que vu qu'on avait quand même pas mal de clients, c'était assez régulier, les audits. Ouais. Et moi, j'ai une autre question. Par rapport à la validation de nettoyage, vu que vous aviez des nouveaux produits tout le temps, vous y êtes comment? Alors, pareil, ça dépendait. On avait des clients qui étaient plus ou moins exigeants là-dessus. Il y en a qui nous demandaient de faire ce qu'on appelle des affranchissements, donc là où il faut vraiment suivre ton nettoyage, où tu traces après dans tes... C'est quoi un affranchissement? Donc tu fais tes lavages de solvant, tu fais tes lavages de réacteur avec un solvant, et dedans tu traces le produit de ta synthèse précédente. Donc, ce qui était galère chez nous, c'était que le produit de la synthèse précédente, il changeait à chaque fois. Donc, à chaque fois, il fallait remettre au point une méthode d'analyse pour valider ton affranchissement. Donc, ça veut dire que en fonction de ce que tu avais fabriqué avant, tu faisais ton nettoyage et tu vérifiais que tu n'avais pas de traces du produit d'avant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. D'accord. Donc, tu n'avais pas forcément de validation de nettoyage, parce que comme ça changeait tout le temps. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Tu faisais au cas par cas et tu vérifiais qu'il n'y avait pas de traces du produit d'avant. Ouais, c'est ça.
On avait même certains produits où c'était dit explicitement qu'il ne fallait pas avoir fait ce produit-là avant pour lancer la synthèse de ce produit-là. Ou parce qu'on avait eu des cas justement où des micro-traces du produit d'avant te flinguaient ta synthèse, et du coup, c'était quand même des cas assez rares. Hein. Parce qu'après, nous, nos procédés de nettoyage, c'était en gros, on prend le solvant de la synthèse d'avant, tu fais du reflux, quoi. Et après, tu prends le solvant de ta synthèse d'après et tu fais pareil des reflux. D'accord. Ça, c'était pour vérifier que tu n'aies plus de traces. Ouais, voilà. Mais on le traçait pas à chaque fois, quoi. On le traçait quand c'était demandé. Demandé par le client. Ouais. Après, c'était tu fais des contrôles visuels, tu fais des... après, quand c'est des produits dont tu as l'habitude, où tu sais que ça marche, voilà. Mais quand c'est du nouveau produit, oui, tu fais plus gaffe. Après, nous, l'avantage, c'est que c'est de la verrerie, hein, donc déjà, tu vois si c'est sale ou pas. Ouais, c'est-à-dire, oui, tu vois les traces, mais bon, c'est pas parce que tu vois que c'est vraiment propre, quoi. Non, bien sûr. Enfin, c'est déjà que si tu vois des traces, tu sais que c'est pas propre. Oui, voilà, déjà. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, c'est super intéressant, et voilà, ça fait 1 heure là, plus ou moins exactement, qu'on est sur ce sujet. Je pense qu'on a quand même pas mal discuté, donc on va quand même regarder rapidement quelques. J'aimerais bien avoir ton avis, Romain, sur quelques items des bonnes pratiques de fabrication, partie 2, qui sont assez. J'espère que tu as révisé. Hein. Si seulement il y avait eu un podcast qui lisait les BPF où j'aurais pu réviser. Mélanie, si tu fais la maline, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc 2.16 et 8.15 des bonnes pratiques de fabrication partie 2. Tout écart aux procédures établies doit être documenté et expliqué. Les écarts critiques doivent faire l'objet d'une enquête qui doit être documentée de même que ses conclusions. Et comme je disais, 8.15, tout écart doit être documenté et expliqué. Tout écart critique doit faire l'objet d'une enquête. Oui, là c'est le système de déviation, ça. C'est système de déviation, mais c'est déviation. Ouais, mais c'est extrêmement différent. Enfin, c'est pas du tout dit pareil que dans la partie 1. Hein. Je ne sais plus comment c'est dit dans la partie 1. Mais là, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que tout écart aux procédures établies doit être... Vas-y. Déjà, ils n'utilisent pas le mot déviation. Alors que dans la partie 1, tu utilises le mot déviation. Oui. Ouais, là, c'est des écarts critiques ou des écarts. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est tout écart aux procédures établies doit être documenté, expliqué. Donc là, pour moi, c'est commentaire dossier. Dans ton dossier de l'eau, tu mets un petit commentaire, quoi. Oui, ça peut être géré au niveau de tes traçabilités et tes enregistrements. Voilà. Et donc, après, les écarts critiques. Donc là, d'où l'importance d'avoir un espèce de filtre pour dire qu'est-ce qui est un écart critique et qu'est-ce qui n'en est pas un. Et ça, c'est ça qui va te dire ouvrir une déviation ou pas. Ouais, il faut que tu aies une analyse de risque, enfin déjà une cartographie de ton process et définir les différentes étapes de ton process avec quelles sont les étapes qui sont critiques. Ah, là, du coup, tu t'intéresses qu'aux paramètres. Mais vu que c'est marqué tout écart aux procédures établies, du coup, là, ça, c'est beaucoup plus large que les paramètres critiques. Ouais. Qu'est-ce qu'un écart critique par rapport à un écart? Ça, de toute façon, c'est toute la question des BPF sur les déviations. Hein. Mais là, du coup, on voit quand même que le filtre à déviation, enfin le filtre à écart critique au final pour les laboratoires, enfin pour les boîtes qui font de la synthèse chimique, il revêt une importance cruciale, quoi. Et après, une fois que tu as ton écart critique, là, je pense que tu dois pouvoir Est-ce que du coup, après, tu le recodes derrière. Donc là, ton écart critique, c'est ce qu'on appellerait une déviation au final. Et là, tu le recodes derrière pour savoir si c'est une déviation mineure, majeure, critique. Ça, c'est marrant, quoi. Ou alors, du coup, tu n'as que 2 niveaux. Parce que j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent leurs paramètres critiques et les écarts critiques, c'est les écarts sur les paramètres critiques, quoi. Ouais, du coup, tu rejoins ce que disait Mélanie, quoi. Ouais. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Que voilà, si tu sais que tel paramètre peut flinguer ton produit à la fin, le moindre écart sur ce paramètre te fera une déviation critique, quoi.
Ça nécessitera enquête, etc. Alors que si c'est un écart sur un temps de maintien où tu sais que tu peux le laisser 12 heures, ça n'aura pas de problème sur ton produit, et ben voilà, tu le notes, tu annotes comme quoi tu l'as laissé 12 heures parce que pour telle raison, et puis ça n'a pas d'impact derrière. Je ne les ai pas relevés, mais il y a effectivement dans les bonnes pratiques de fabrication partie 2 tout un paragraphe, enfin tout un sous-chapitre sur les temps de maintien et les fourchettes. C'est dans la partie, il me semble, c'est dans la sous-partie 14, un truc comme ça. Ensuite, j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, 8.41. Des lots non conformes aux spécifications ne doivent pas être mélangés avec d'autres lots dans le but de répondre aux spécifications. Chaque lot incorporé dans le mélange doit avoir été fabriqué suivant le procédé établi, avoir été contrôlé individuellement et trouvé conforme aux spécifications appropriées avant d'être mélangé. Ah oui, ça, faut pas faire. Hein. Non. Donc ça voudrait dire par exemple un truc où il y a un peu plus d'impuretés et un lot où il y en a un peu moins, on les mélange ensemble et ça fait... T'as une spec supérieure à 98%, t'as un lot à 99, un lot à 97. Tada. Tu peux avoir un gros lot à 98. Quoi. Donc ça, alors du coup, voilà, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc ça veut dire que là, on est en train de parler des bonnes pratiques de fabrication, pour les API. Ok. On a dit au début que ça s'appliquait aux dernières étapes avant les API, quoi. Mais ça veut dire que avant tout ça, donc là, du coup, tes intermédiaires que t'achetais à je sais pas qui, les trucs que toi tu faisais même au final avant. Rien à faire, quoi. Donc, en fait, tu peux faire ça autant que tu veux, quoi. Ouais. Oui, sur le principe, si t'es pas BPF, tu peux le faire. Ouais. Et ça, après, au final, de toute façon, après, voilà, c'est ton client qui fait. Dans notre cas, c'est un peu le client qui fait foi, quoi. Tu sais que t'as des clients qui te l'interdisent spécifiquement. Enfin, tu le sais que t'as pas le droit de le faire avec leurs produits. Il y en a qui sont moins regardants, ça dépend aussi où ça va, quoi. Il y a des trucs des fois je sais pas si c'est parce que c'est très éloigné du stade final ou si c'est pas un truc critique, du coup ils sont moins regardants là-dessus, quoi. Mais ou c'est moins cher et que vous êtes les seuls à le faire. Oui. non, après, enfin voilà, ça arrivait enfin je l'ai jamais vu faire, moi. Je l'ai jamais vu faire. Donc, mais si t'es sur des lots techniques et des choses comme ça, je peux comprendre que ton exigence qualité, elle augmente quand tu avances dans ton process, mais aussi dans ton développement. Tu n'as pas les mêmes exigences quand tu fais ton premier lot de paillasse ou ton lot technique que tes lots de val ou tes lots cliniques. Alors, oui, mais j'aimerais bien du coup parler rapidement de ce qu'on appelle la QBD quand même. Parce que c'est là où, je sais pas ce que vous savez, la qualité par la conception, Quality by Design. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, enfin je pense que tu as déjà parlé. C'est la stratégie en fait de développement, de fabrication qui vise à garantir que, en gros, pendant ton développement, tu vas en gros, établir un espace où tu peux faire varier où tu fais varier tous tes paramètres d'un certain pourcentage, quoi. Et grâce à ça, tu seras quasiment sûr, en étant dans ces fourchettes de paramètres, que tu auras un produit conforme. Et dans le QBD, au final, la synthèse de tes principes actifs et tes excipients, ils rentrent en compte dans ta QBD, quoi. Tu dois définir des paramètres, donc les spécifications que tu donnes à ton fournisseur. Tu dois avoir un contrôle assez fort de tes spécifications pour pouvoir garantir ensuite que ton produit fini, donc ton médicament, il soit répétable. En gros, ton fournisseur, il doit essayer de s'engager à fournir toujours la même qualité pour que toi, derrière, tu n'aies pas de problème lors de la mise en forme de ton principe actif, de ton principe actif. Donc, il faut minutieusement établir les caractéristiques et la qualité à contrôler pour de tes API et de tes excipients, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, mais au final, quand tu te dis... non, mais voilà... après... non, c'est pas le Far West non plus.
En fait, tu voyais, enfin, ouais, je te dis, ça dépend vraiment de. Nous, on n'avait pas que de la pharma, donc tu voyais vraiment la différence. Hein. Il y a des produits où les specs, elles sont inébranlables, elles sont très resserrées, tu peux pas y toucher, tu peux pas avoir de nouvelles impuretés, tu peux pas avoir de. Si tu dépasses de 0,01, c'est mort, ils te le prennent pas. Et t'en as d'autres où, voilà, tu fais ton premier lot, tu leur dis, oh bah merde, il est vert. Ils disent, oh, il est vert. Oh, bon, envoyez quand même. Tu leur envoies, ils te testent, ils font, ouais, bon, c'est bon, ça marche. Du coup, tu rajoutes dans tes specs blanc ou vert. Tu le refais l'année d'après. Ah, putain, il est orange. Il est orange. Ah, bah, envoyez quand même. Et après, tu te donnes blanc, vert ou orange. Énorme. Voilà, t'as. Bon. Ouais, donc tu as une certaine souplesse dans les limites de l'acceptable. Ouais, selon encore une fois, Selon parce qu'après, c'est vrai que si tu as une recristallisation ou une distillation derrière, bon. Oui, voilà, c'est ça. Si tu as encore 2 stades derrière avec des grosses purifs, bon, tu peux te permettre d'être un peu moins regardant sur tes matières premières, mais si tu es juste avant ton API et qu'en plus ton procédé est peut-être sensible, bon, bah, tu prends pas de risque et tu figes et tu es inébranlable sur tes positions. Quoi. Ok. Alors, je vais passer celle-là, j'avais mis la 8.45 sur, voilà, mais bon, on va passer à la 14.20. Les retraitements standards. Parce que du coup, il y a les retraitements spécifiques. 14.20. Donc, introduire en amont de leur procédé un intermédiaire ou une substance active, même s'il n'est pas conforme aux standards ou aux spécifications, pour le retraiter en répétant une étape de cristallisation ou d'autres étapes chimiques ou de traitement physique approprié, par exemple une distillation, une filtration, une chromatographie et un broyage, qui sont parties intégrantes du procédé de fabrication établi et généralement considérés comme acceptables. Cependant, si un tel retraitement est réalisé pour la majorité des lots, il doit faire partie intégrante du procédé de fabrication standard. Ça n'a pas l'air choquant comme ça, mais pour tous ceux qui font de la galénique qui sont en train de faire des AVC là. Ah ouais, moi ça me semble normal. C'est ce que je disais, si c'est un peu trop pourri, bah tu le redistilles et puis tu l'utilises. Ouais, c'est ce qu'on disait sur la puissance de pouvoir réceptionner un peu n'importe quoi et puis voilà, tu le repurifies et puis c'est parti. Mais c'est comme si voilà, bah ça c'était possible dans les années, je sais pas, à mon avis 80, c'est tu rates ta compression, tes comprimés ils sont trop mous ou trop durs, bah tu les rebroies et puis tu les recomprimes. Et ça c'est totalement interdit maintenant. Enfin, franchement, les retraitements, à part les retraitements de conditionnement, c'est fini quoi. Ouais, je sais que la boîte où je bossais avant, on retraite. Je fais non, tu reconditionnes, c'est pas un retraitement. Je les reprenais là-dessus parce qu'en fait, on mettait retraitement à toutes les sauces et alors que oui, je suis d'accord avec toi, des vrais retraitements, t'en fais dans des cas très exceptionnels ou voire jamais. Et souvent, ce que tu fais, c'est du reconditionnement. Jamais. Oui, voilà, du reconditionnement, pourquoi pas, ouais. Et encore. Donc voilà, c'est ce qu'on disait à peu près, enfin de toute façon pendant tout le long de ce podcast. Hein, de toute façon, l'avantage de la chimie, c'est justement que tu peux repartir, enfin tu peux refaire des étapes pour espérer faire mieux, parce que au final, ce que tu obtiendras derrière, ça sera le bon truc, quoi. Et tu vireras les sales trucs. Oui, c'est ça. Pour faire simple. Bon, au détriment de ton rendement. Un peu. 14.22, l'introduction d'une matière n'ayant pas réagi en amont dans le procédé et la répétition d'une réaction chimique est considérée comme un retraitement standard, à moins que cela ne fasse partie du procédé établi. Un tel retraitement doit être précédé d'une évaluation précise afin d'assurer que la qualité de l'intermédiaire ou de la substance active n'en sera pas défavorablement affectée, du fait d'une possible formation d'un sous-produit ou d'une matière ayant trop réagi. Donc là, c'est pareil, un petit booster de rendement, comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, alors là, du coup, là, on va passer à 14.31. Bah, du coup, vous voyez, quand même, là, on est donc 14.20 à au moins 14.32. C'est le retraitement, quoi. Donc, du coup, c'est un bon chapitre, quoi. Ouais.
Donc alors 14.31, les lots qui ont été retraités de manière spécifique doivent être soumis à une évaluation appropriée, à des contrôles, à des tests de stabilité si cela est justifié, accompagné d'une documentation qui montre que les lots retraités de manière spécifique sont de qualité équivalente à ceux produits par le procédé original. La validation simultanée est souvent une approche adaptée au procédé de retraitement spécifique. Cela permet d'avoir un protocole qui définit le procédé de retraitement spécifique, la façon dont il doit être mis en œuvre et les résultats attendus. S'il n'y a qu'un seul lot à retraiter de manière spécifique, un rapport doit être alors rédigé et le lot doit être libéré que s'il a été jugé acceptable. Donc là, c'est assez intéressant aussi. Ça veut dire que, comme je le comprends, tu peux rajouter des étapes, enlever des étapes, faire un peu n'importe quoi. Si tu fais une analyse de risque préalable et que du coup, tu contrôles ton produit comme conforme aux spécifications, quoi. Ouais, faut que ce soit des étapes du procédé. Ah non, là, du coup, justement, ça, si c'est des étapes du procédé, on est dans la 14.21. 14.20 sur des retraitements standards. Tu peux répéter autant que tu veux des étapes qui ont foiré. Par contre, du coup, si tu fais 14.31 un retraitement spécifique, ça veut dire que du coup, il n'y avait pas de il y avait pas, de filtration à ce moment-là. Tu décides de rajouter une filtration. Et bah, du coup, il faut que tu fasses hyper gaffe, que tu les mettes en plus de suivi, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Autant pour moi. Genre, tu t'aperçois qu'il y a des cristaux qui se sont formés un peu dans ton machin. Oh bon, on va les filtrer. Là, ok, mais. Vérifie quand même que ça tient. Par contre, c'est marrant cette histoire de validation simultanée parce que ça veut dire que si jamais tu n'arrêtes pas de faire des retraitements spécifiques, tu peux avoir un procédé validé Frankenstein, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, si ça marche mieux, tu la rajoutes en routine, ton retraitement. Tu fais que c'est ça ton process. C'est ce qui est encouragé à faire dans 14.20 et dans 14.31 de toute façon. Comme il dit, s'il est fait de manière répétée, il doit faire partie du fabrication standard, quoi. Je sais pas quel après, ça devient des conduites à tenir. Modifier le dossier après. Ça peut être super chaud parce que du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que quand tu modifies ton dossier, c'est tous les clients qui utilisent ce précurseur ou cette API dans leurs produits. Ils doivent chacun d'eux faire une variation qui se décline dans tous les pays qui ont été déposés. Donc, ouais, donc bon, on le fait puis on le dit pas trop. Ah oui, du coup, après, là, je vais passer court, mais ouais, il y a ce que tu disais justement sur ta validation de nettoyage, 14.4 sur la récupération des matières et des solvants. Donc 14.40, la récupération, par exemple, à partir du jumère ou des filtrats de réactifs, d'intermédiaires ou de substances actives est considérée comme acceptable dès lors que des procédures approuvées existent pour la récupération de ces matières et que les matières récupérées sont conformes à des spécifications appropriées à leur utilisation prévue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Est-ce que tu as une petite avis sur la question ? Non, en gros, c'est encore un booster de rendement, quoi. Tu fais ta cristallisation, il te reste forcément du produit dans tes jus, et puis tu le réutilises à la cristallisation d'après pour augmenter ton rendement, quoi. Mais il faut que tu aies testé pour être sûr de ne pas entraîner d'autres merdes avec, quoi. Parce que tu changes la composition de ton milieu, donc ta cristallisation, elle change forcément. Mais non, il n'y a rien de... j'y vois rien de choquant, de mon point de vue, de chimiste. Je dis pas que c'est choquant quoi, c'est super. Enfin, moi je trouve ça intéressant parce que c'est des trucs de chimiste, quoi. J'avoue que j'étais assez surpris de voir que c'était décrit parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu de la tambouille qu'on faisait chez nous, quoi. Tu prends ça, tu le remets là, et puis du coup t'en as plus à ce moment-là, et puis ça tu le distilles et puis tu le réutilises là, et etc. Mais en fait, voilà, tout est là, tout est décrit. Bon. Eh bien, du coup, je pense que ça fait pas mal de temps qu'on est sur le sujet. Donc, j'espère que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ont appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose, même si, à force de te fréquenter, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Donc, j'avais déjà pas mal creusé là-dessus. Mais de toute façon, je trouvais que c'était quelque chose qui méritait d'être diffusé. Ouais. Moi, j'ai appris une chose parce que
J'ai plutôt un profil de bio que chimie, donc c'était très intéressant. Et en tout cas, si jamais un jour vous faites votre formulation et puis vous tentez une granulation et puis que votre granulation ne fonctionne pas du tout, il est possible que l'API ait subi de nombreux retraitements et que vous n'en sachiez rien. Il va toujours mettre ça en cause maintenant. Non, je rigole. Bon, mais voilà. C'est souvent la cause du... Je te rassure, hein, Robin, c'est souvent la cause du fournisseur. Hein. Oui, bah oui, c'est toujours la faute du fournisseur. C'est facile de dire que c'est la cause du fournisseur que de chercher ce qui s'est passé chez toi. Non, voilà. Par contre, un vrai conseil pour les AQOP, en tout cas, quand vous faites, à force de faire les process et tout, vous savez ce qui merde, quoi. Et donc, quand vous savez qu'il va y avoir un audit de votre fournisseur qui fait 80% de votre volume de production, allez-y, quoi. Allez voir, posez des questions, regardez comment c'est fait, allez vraiment voir. C'est vrai, c'est super intéressant, c'est très formateur. Et après, vous pourrez discuter d'égal à égal avec le fournisseur, quoi. Et vous pourrez dire non, ça c'est pas possible. Oui, c'est possible quand ça arrive chez vous. Donc ça, c'est un vrai truc, quoi. Vos gros fournisseurs, allez les voir, quoi. Allez-y, faites les audits avec les achats. C'est vraiment bien. Dégagez du temps, au moins. Essayez de mettre ça dans vos objectifs, même. C'est pas mal parce que c'est facile à faire. Ça vous fait voir du pays. C'est marrant. Voilà, quoi. Et puis, ta relation avec ton fournisseur, elle sera toujours plus agréable si tu l'as rencontré, discuté, que juste lui envoyer des réclamations. Tu seras plus le mec pète-couille qui envoie les trucs quand ça n'a pas marché. Tu seras le mec qui est venu râler sur site. Et qui s'est fait payer le resto le midi. Oh là là. Bon, alors qui est-ce qui remplace Arnaud pour cette fin d'épisode ? Où est-ce qu'on nous retrouve, les amis ? Où est-ce que les gens peuvent nous trouver avec ce petit podcast ? Sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, LinkedIn, YouTube, voilà, l'Académie de la qualité efficace. C'est ça. Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn, Romain, Arnaud, Paul-Adrien ou moi, hein, pas de problème. Et puis on attend vos commentaires sous cet épisode qui parle d'un peu d'autre chose, mais qui est très important vu que c'est le précurseur et que c'est lui qui nous alimente pour la fabrication de la plupart de nos médicaments. Si vous êtes un hater, on sera ravis de venir déjà voir votre commentaire, y répondre et peut-être même vous inviter pour venir faire hater dans l'épisode. Ce serait classe. Bon, eh bien écoutez, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, salut!